Salut à tous, voici le trio de choc. Donc à droite c'est Julien. Julien c'est avant tout un amoureux de la montagne. Il peut s'y trouver toute l'année. L'été en trail, mais aussi en alpinisme et en escalade. Et puis l'hiver il fait du ski alpinisme. Et tout ça à très bon niveau. C'est quelqu'un de déterminé. À terme, il voudrait devenir guide et travailler au PGHM. Au milieu, c'est Valérie, ou plutôt Valoche. C'est notre photographe, même si son appareil a eu quelques soucis techniques au début et on ne pouvait pas l'emporter partout. Mais il a fait de très beaux clichés. Il est maintenant en école de commerce à Nice où il travaille et s'amuse bien. Et aussi, il parle bien anglais et il pêche du poisson. Pas mal de choses qui nous ont été utiles. Et sur la gauche, c'est moi-même, Florent Noébès-Tourès. Je suis assez sportif aussi, mais moins que Julien. À côté de ça, je suis en école d'ingénieur du côté de Chambéry, en énergie, bâtiment, environnement. Plus tard, je voudrais travailler dans les énergies renouvelables. Et je pêche aussi un petit peu de poisson. Vous devez sûrement vous demander où est-ce qu'on est sur cette photo et comment on est arrivé là. C'est ce que je vais vous expliquer. Nous sommes donc 3 étudiants d'une vingtaine d'années et notre projet initial était de traverser la Norvège en passant par la région des fjords et de revenir par la Suède. Le but était de rencontrer une nouvelle culture et de nouveaux espaces à travers des habitants locaux et leurs coutumes. Les pays scandinaves sont très développés et ce sont pour beaucoup des modèles sur le plan du développement durable. Nous accordons une importance particulière à ce point. Nous souhaitons donc nous imprégner de toutes les bonnes initiatives et d'essayer d'améliorer les choses chez nous à notre retour. On est alors le 12 juin. Le fourgon et l'équipe sont prêts pour le grand départ. On part de Gap, on fait un saut à Grenoble et on prend direction la Suisse, entre Genève, Berne et Bâle. Puis on a encore roulé un bon moment en Allemagne. Sur les autoroutes, on était 2 à l'avant, le conducteur et un passager, et le troisième était à l'arrière, allongé de manière à se reposer pour pouvoir tourner de manière efficace. On a noté qu'il y avait beaucoup d'éoliennes en Allemagne et également énormément de camions. Le lendemain, on avait encore beaucoup de route à faire. On est parti assez tôt en direction du Danemark. Le Danemark est un pays très plat avec plein d'éoliennes aussi, car il y a énormément de vent. D'ailleurs, il n'y a pas que des éoliennes dans les champs, il y en a aussi sur la route. On a ensuite visité la dune de Rapsberg. C'est drôle car elle n'était pas directement au bord de la mer, mais c'était quand même très sympa. On a ensuite essayé d'aller chez l'habitant pour passer la nuit, mais ça n'a pas été très concluant. Finalement, après un footing, Mich s'est taillé le pouce, donc on a préféré qu'il voie un médecin. Pas de point, mais un pansement pour au moins 7 jours. Le lendemain, on se réveille sous le soleil car il se lève déjà très tôt, aux alentours des 4 heures. Ça fait bizarre. On allait un peu visiter le pays, un centre-ville, ses alentours, ainsi que la côte. C'est beau mais très calme, il n'y a pas beaucoup d'activité et les donos sont très tranquilles. Ensuite, direction Hirtshals, avant de prendre le ferry en fin de journée direction la Norvège. Le ferry était immense et allait assez vite. Ça a été le lieu d'une des premières rencontres marquantes de notre voyage, un membre de l'équipage du ferry, très sympa. Il nous a indiqué quoi voir et quel était le meilleur itinéraire pour nos premiers jours en Norvège. Arrivés dans la nuit, nous avons un peu roulé puis nous sommes posés pour dormir. Premier jour en Norvège. Dès les premiers kilomètres sur les routes norvégiennes, nous avons trouvé des paysages vraiment somptueux, avec énormément d'eau, des rivières, des lacs et parfois des cascades, derrière chaque colline, chaque vallon. Avec des reliefs très saillants, taillés en granit et beaucoup de verdure, la route devenait alors un moment de découverte. Le matin, nous avons gravi le Gjerag, un sommet qui se situe au-dessus d'un immense fjord. Juste en dessous se situe le fameux rocher qui est coincé entre 2 parois. L'endroit était à couper le souffle, avec des falaises de près de 1000 mètres de haut. Dans l'après-midi, nous avons croisé vers le célébrissime Preikestolen. C'est un replat qui s'avance au-dessus du fjord, c'est aussi quelque chose de vraiment exceptionnel. Nouvelle journée et nouvel endroit. Au menu, Trolltunga.
Trolltunga, c'est une langue de roche qui surplombe de plusieurs centaines de mètres un immense lac. Nous avons bien marché pour rejoindre ce point de vue, et les sensations au-dessus de vide sont indescriptibles. Le temps était froid et menaçant, mais nous sommes passés entre les gouttes. Cette marche a mis les organismes à rude épreuve. Nous avons donc repris la route et au bout de quelques heures, nous étions aux 4 cascades de Voringfossen où nous avons pu nous poser tranquillement. Ce matin, c'était grasse mat, réveil à 7 heures. Petit déj sur la table près du fourgon, puis on est allé voir les cascades de Voringfossen. Le débit d'eau est époustouflant, voilà ce que ça peut donner. La force de toute cette eau, les Norvégiens savent bien la maîtriser, puisque 99% de leur électricité est d'origine hydraulique. Puis à midi, nous étions sur le marché de poissons de Bergen, où nous avons mangé du crabe, du saumon et de la baleine. Nous avons ensuite visité Briggen, le vieux quartier pêcheur. C'était magnifique. On a encore fait un bon bout de route pour dormir sur le parking du départ pour le mont Skala, versé par la rivière. Déjà une semaine depuis le départ. L'objectif du jour, le mont Skala. Après une partie en sous-bois, l'ascension s'est faite dans la neige, et même sous la neige. Au sommet, il y avait alors pas mal de vent, pas beaucoup de visibilité et il faisait très froid. Heureusement, la bonne surprise, c'était qu'il y avait 2 refuges ouverts, dont un qui était chauffé. On en a bien profité pour reprendre des forces et de l'énergie. La descente, ça donnait ça. Hop, c'est parti! Après un petit trajet, nous sommes allés voir le grand glacier du Briksdalsbreen ainsi que son lac. Malheureusement, même le plus grand glacier d'Europe diminue. Journée tranquille avec de la pêche pour commencer. Je pêche 2 truites qui seront délicieuses. Ensuite, direction le Geirangerfjorden. En soi, le fjord est beau mais trop touristique et ça gâche un peu le tout avec des gros bateaux de croisière. On est alors passé sur la route des trolls. Les paysages que l'on a traversés sont alors somptueux. Puis, peu à peu, les falaises laissent place aux collines. Il fait de plus en plus jour et de plus en plus froid. Le soir, nous sommes dans le parc du Dovjefjell. Le lendemain, le réveil fut assez matinal, aux alentours des 5h30, sous un soleil déjà assez haut, pour aller dans les steppes à la rencontre des bœufs musqués. Après à peine 20 minutes de marche, nous croisons le premier bœuf. Pour faire simple, un bœuf, c'est une vache avec un tapis de poils sur le dos et de grosses cornes. Nous avons continué dans une vallée reculée, puis nous avons amorcé le retour par un col sur un chemin assez spongieux. On a ensuite pris la direction de Trondheim. Arrivé là-bas, on a pu visiter la ville sous la pluie. On commence à languir le soleil. Ce matin, avec le temps de chien qu'il fait, on a décidé de rouler pour aller vers Bodo et le beau temps. En ce 21 juin, nous avons passé le cercle polaire, ce qui nous garantissait qu'il fasse jour 24 heures sur 24. Puis, nous sommes allés au port pour aller prendre le ferry vers les Lofoten. L'archipel se dresse alors devant nous, des montagnes abruptes qui sortent de l'océan. Nous avons dormi à Haas ce soir, c'est le dernier village au sud des îles, percé par les mouettes et l'odeur des morues séchées. Ces îles ont vraiment du charme avec leurs montagnes saillantes et verdoyantes. Ce matin, l'envie de découvrir les Lofoten nous démangeait. Nous allons alors pris la direction d'un col pour voir ce qu'il y avait derrière. De l'autre côté, nous arrivons à un grand lac.
Il ressemble à beaucoup de nos lacs de montagne en étant seulement à quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer. Lors du retour, nous avons pris la direction de sommet sur la ligne de crête du col, une très belle trace avec une vue splendide. Le sommet nous a offert un superbe panorama sur l'archipel et l'océan. Nous avons même aperçu des lagopèdes blancs. De retour, la fatigue se faisait sentir, surtout sur des chemins tortueux et glissants. L'occasion de visiter A et de goûter la brioche à la cannelle, une spécialité des îles dont on se souviendra. Le lendemain matin, nous visitons Sorvagen, un autre village de pêcheurs typique avec ses maisons rouges faites de bois. En effet, la pêche aux morues et le tourisme sont les principales activités de l'archipel. Une régulation des quotas stricts permettent aujourd'hui une pêche conséquente et durable. Puis, l'après-midi, direction le refuge de Munkebo. Nous avons posé le campement en contrebas près d'un lac, puis nous avons pris le chemin du Elvestinden, un des plus hauts sommets des Lofoten. L'ascension était magnifique et vraiment belle sur des arêtes de granit avec le Forsfjorden, des lacs et des langues de neige en arrière-plan. Nous avons ouvert l'œil à 3 dans la tente, près du lac au-dessus de Munkebo. Bien que serrés comme des sardines à 3 dans une tente de place, nous avons bien dormi. Nous sommes ensuite allés à Rennes pour visiter le Forsfjorden en bateau. On a pu voir les hameaux de pêcheurs isolés. Certaines ne sont accessibles que par bateau et ne sont habitées que lors des périodes de pêche. Malgré le mauvais temps, nous sommes allés découvrir la très belle plage de sable blanc de Gvalinka. La journée a commencé sous la pluie à Borg. Nous étions intéressés par le peuple viking. Le musée de Borg nous a appris qu'ils n'étaient pas seulement des guerriers sanguinaires, mais qu'ils étaient également des artistes qualifiés dans le métal et le bois en produisant de magnifiques bijoux et objets. Ils étaient aussi des poètes habiles. D'ailleurs, leurs toitures végétales qui recouvrent de nombreuses maisons permettent une meilleure isolation, sans compter que ces maisons s'intègrent bien mieux dans le paysage aujourd'hui. Les reconstitutions étaient de très bonne qualité, des boucliers aux lits en passant par les navires et les arcs. Nous avons eu l'occasion de visiter le Trollfjorden grâce à un petit bateau. C'était magnifique. Plus tard, c'est direction la ferme d'aquaculture de saumon du côté des îles des Vesteralen. Premièrement, nous avons eu des explications sur les méthodes d'élevage de saumon dans un petit musée, puis la suite logique était d'aller voir les cages en bateau. Finalement, cet élevage était relativement respectueux de l'environnement, car cela évite de pêcher le saumon à l'état naturel, et car 1 kg de chair de saumon ne nécessite que 1,3 kg de nourriture, contrairement au bœuf qui en nécessite 8. De plus, la qualité des fonds marins à proximité des cages s'améliore. Et le poisson ne représente que 2% du volume des cages. Puis, la visite s'est enfin terminée par une dégustation de saumon fumé. Il était vraiment excellent. Après les saumons, les baleines. L'objectif du jour était d'observer des cachalots. Après une visite d'un musée qui était dédié, nous avons bien compris que la pêche à la baleine n'a rien de durable car les populations de cétacés diminuent. Depuis le bateau, les cachalots se sont bien laissés observer. De retour, nous prenons la direction de Abisko et son National Park. Et oui, nous quittons le territoire norvégien pour passer en Suède. Nous profitons d'être encore bien au nord pour observer le fameux soleil de minuit. C'était juste grandiose. Le soleil s'approchait doucement de l'horizon, parsemé de neige et encadré par des nuages, et reflété dans un des plus grands lacs de Suède. Puis, après minuit, il s'est mis à remonter. Le lendemain, nous sommes partis dans le National Park pour essayer de voir des animaux typiques. Nous croisons finalement qu'un lagopède en chemin, mais cette fois, un lagopède des plaines. Les autres animaux qu'on a vus étaient beaux, mais empaillés dans la maison du parc. Après cela, nous prenons la direction de Umeå, une ville très engagée pour le développement durable. Les routes suédoises sont limitées à 110 ou 120 et sont beaucoup plus directes que les routes norvégiennes qui, en plus, sont limitées seulement à 80 km/h. Nous apercevons des rennes sur le bord de la route, assez impressionnant. Après s'être approché pour le photographier, on a bien cru qu'il nous viendrait dessus. Direction la ville d'Umeå. La journée commence bien avec un tour de kayak au milieu d'un petit archipel proche de la mer Baltique. Ni de la mer, ni de la montagne, mais c'est génial. Ensuite, directement sur la berge, nous avons profité de ce bel endroit pour manger des poissons et des plats cuisinés traditionnellement. Les poissons crus sont vraiment trop bons. L'après-midi, nous avons visité la ville, un endroit très agréable, très vert, avec énormément de vélos.
les Scandinaves ont bien compris que l'utilisation du vélo est un acte simple de développement durable car ils ne s'en privent pas et ils disposent d'un bon réseau de pistes cyclables. En effet, les objectifs de la municipalité sont ambitieux. D'ici 2020, les transports publics devraient tous être exemptés d'énergie fossile, et ceci n'en est qu'une partie. Voici la station d'épuration du Méa. Les substances extraites de l'eau sont ainsi traitées afin de produire du biogaz. Ils agissent sur de nombreux domaines. Ils travaillent également avec l'éducation pour ancrer le développement durable. Ensuite, Stockholm. Cette ville est bâtie sur le modèle occidental avec de nombreuses galeries marchandes et autres. Par contre, le centre historique de cette ville est très beau et vaut le détour. La ville n'est pas notre milieu de prédilection, mais nous prenons goût à les visiter. Le soir, nous avons planté la tente au fond d'un golfe sur une pelouse au bord d'un immense lac. Finalement, le lieu était parfait. Nous voici maintenant dans le sud de la Suède. Il fait bien plus chaud que quelques jours auparavant. C'est appréciable. Direction Malmö. C'est une super ville, très verte. Typiquement la ville futuriste en matière de développement durable. Nous avons longuement visité son écoquartier, qui est un endroit qui a vraiment l'air agréable à vivre. Il y a beaucoup de jardins et d'espaces verts, et les bâtiments sont de haute performance énergétique. De plus, nous avons appris que les déchets alimentaires sont convertis en biogaz, comme à Umeå, pour alimenter tous les bus locaux. 10 kg de déchets alimentaires collectés produisent l'équivalent d'1 litre d'essence en biogaz. Le plan de développement général a été conçu pour sortir les gens de leur voiture. En plus des bus respectueux de l'environnement, ils disposent d'un réseau de sentiers et de pistes cyclables et d'un parc de véhicules électriques communaux avec des emplacements munis de bornes de recharge. Dans l'après-midi, nous traversons l'immense pont qui devient un tunnel et qui passe sous la mer, qui rejoint donc le Danemark depuis la Suède. Nous visitons également la ville de Copenhague, très agréable à visiter, avec beaucoup de quais, de maisons d'époque qui contrastent avec les infrastructures très design. Aujourd'hui, nous partons pour 1000 km. Nous arrivons pile à l'heure pour aller manger la flamencuche dans un restaurant traditionnel près de Strasbourg. Un grand merci à Claire, la cousine de Julien, pour cette invitation. C'était top. Strasbourg est également une très belle ville, avec son immense cathédrale et ses maisons à colombage près des quais. Un moment après, nous arrivons à Europa Park. Les attractions sont à couper le souffle et les sensations sont géniales. Bref, encore une super journée, assez fatigante. Puis ensuite, direction Château d'Eu et la Suisse. Valentin, mon grand frère, connaît bien le parc de Gruyère en Suisse romande. Il nous conseille une super rando. Toujours à bon rythme, nous profitons bien des alpages et du beau soleil. Et ça fait plaisir de voir que Valoche a carrément progressé, techniquement comme physiquement. Ça sert la fin du voyage avec cette dernière rando. Ensuite, nous allons visiter la fromagerie de Gruyère, puis nous repartons vers Grenoble. Ce soir, nous dormirons chez Valoche. Le dernier jour, moi et Julien partons pour grimper dans le Dévoluy. Il fait assez chaud, mais nous avons profité de l'ombre un bon moment. On sent que les bras n'ont pas beaucoup travaillé pendant le voyage. Ils piquaient dans les dévers. De retour à Gap, le compteur affiche 10 020 km. Ça fait un joli tour. Beaucoup de routes, mais bien souvent, la route était tellement belle qu'elle passait très vite. J'espère que vous avez apprécié ce film et qu'il vous a donné envie de voyager à votre tour. Nous remercions donc toutes les personnes qui nous ont soutenus pour cette expérience hors du commun.